Bonjour à tous, mon nom est Jennifer Granja, je suis chargée de projet au sein de la compagnie XP Solutions et mon projet durant la demi-heure qui suit sera de vous offrir une brève introduction au modèle numérique hydrologique et hydraulique. Alors pourquoi un webinaire sur la modélisation hydraulique unidimensionnelle et bidimensionnelle? Principalement puisqu'une partie de mon travail au sein de cette compagnie, XP Solutions, compagnie qui développe et commercialise des pro-logiciels, est de présenter un des logiciels en lien avec la modélisation des eaux pluviales et des eaux usées, le logiciel XP Swim, et d'apporter un soutien technique aux utilisateurs. Avec du recul, au final, mon équipe et moi-même, nous nous sommes rendus compte que les questions les plus posées étaient en lien avec les interrogations suivantes. Quelle est la différence entre un modèle unidimensionnel et un modèle bidimensionnel? Pourquoi utiliser un modèle 2D et dans quel cas? C'est la question la plus posée. Est-ce qu'un modèle bidimensionnel est plus pertinent, dans le sens plus complet, qu'un modèle unidimensionnel? Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qu'un modèle 1D 2D intégré? C'est souvent la question qui intervient lorsqu'on explique ce que c'est un modèle 1D et un modèle 2D. Je vais tenter de répondre de manière simple et vraiment concrète à l'ensemble de ces questions au travers de cette présentation. Pour cela, nous allons tout d'abord dégrossir un peu le sujet en introduisant quelques notions basiques, en lien principalement du coup avec la modélisation. Nous rentrerons dans le vif du sujet avec une description plus précise des différences entre les modèles unidimensionnels et bidimensionnels. Et enfin, nous finirons sur les aspects du couplage 1D-2D intégré pour répondre à la question principale. Lorsque vous avez reçu le descriptif de la présentation, un point était aussi dédié aux données requises. Je vous rassure, ce point va être discuté tout au long du webinaire, mais c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de section complète qui a été dédiée. Pourquoi et quand utiliser un modèle hydraulique? Donc, si nous prenons par exemple les écoulements en rivière, la connaissance de ces écoulements consiste à estimer en tout point d'un cours d'eau et au cours du temps des grandeurs hydrauliques principales telles que par exemple les débits, et pour le coup principalement leur répartition entre les différents lits, le lit majeur et le lit mineur, les distributions des hauteurs d'eau sur l'ensemble de la largeur du lit mouillé, et l'extension spatiale de l'écoulement et des vitesses liées. L'estimation de ces grandeurs passe par une étape qui est pour le coup indispensable à tous les projets, les mesures sur le terrain. Cependant, ces mesures peuvent présenter certaines limites. En effet, il est coûteux en termes de temps et surtout d'argent d'aller se rendre sur le terrain pour effectuer l'ensemble des mesures nécessaires à la caractérisation d'un cours d'eau en tout point du temps et de l'espace. Sans compter sur les nombreuses difficultés techniques qui peuvent s'ajouter, notamment lorsqu'on s'intéresse aux phénomènes extrêmes, comme les crues par exemple, qui sont par définition des phénomènes qui sont rares et intenses. D'autre part, ces mesures sont généralement ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles représentent l'écoulement à un instant T donné et à un endroit localisé du cours d'eau. Donc, à défaut de pouvoir avoir des appareils de mesure le long du cours d'eau, ou alors des collègues omniprésents sur le terrain, dans l'idéal, il faudrait pouvoir interpoler ou extrapoler les mesures que l'on a déjà. Alors, comment interpoler ces mesures ponctuelles, ou justement, comme je disais, les extrapoler, notamment dans certains cas spécifiques, par exemple des situations de débit non observées, comme les crues de période de retour sans temps, où on n'a pas surtout des chroniques, ou à d'autres conditions topographiques, dans le cas d'un nouvel aménagement en lit mineur. On doit alors faire appel à des outils mathématiques de simulation. Et ce sont ces fameux outils mathématiques de simulation que sont les modèles hydrauliques. Donc, ces modèles hydrauliques vont permettre de donner une représentation simplifiée des écoulements. Comme par exemple, sur cette carte issue de modélisation hydraulique de surface, il a été possible d'extrapoler l'extension spatiale d'une inondation en zone côtière à partir de données de débit d'entrée et des données topographiques. Donc la zone côtière, vous la voyez juste ici, avec l'expansion de la zone inondable. Cette information est pour le coup très précieuse, car elle permet de réaliser des études de vulnérabilité et de prévention pour l'établissement des documents réglementaires, ainsi que des cartes des risques. Donc, cette représentation simplifiée au final des écoulements peut être vue à différentes échelles. Donc, par exemple, juste avant, on était à une échelle plus globale, mais à un niveau plus local. Les modèles permettent aussi d'avoir une connaissance des distributions des hauteurs d'eau, mais aussi des vitesses d'écoulement directement perçues par les individus. Ces données locales sont aussi nécessaires pour l'aménagement des villes et l'estimation des risques encourus par les personnes qui se déplacent au final dans les rues inondées. Mais aussi, elles peuvent être très importantes pour aider à planifier des secours en milieu urbain. Ainsi que vous pouvez voir sur cette carte, au final, pour une crue donnée, le pic d'élévation du niveau d'eau en surface, donc là avec un maximum de 0,25 mètres, sera atteint en 1h43, qui représente le 1h72 en horaire décimal. Ainsi, pour faire un premier résumé, grâce au modèle hydraulique, donc ces outils de simulation mathématique, vous pouvez réaliser différents types de diagnostics.
le diagnostic des enjeux à l'échelle globale des zones inondables, des diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments ou autres équipements, et de réaliser des plans de réduction de la vulnérabilité et de gestion de crise en milieu urbain. Alors, mais comment fonctionnent ces fameux modèles hydrauliques? Pour introduire un petit peu plus de théorie maintenant dans la présentation, partons de la base principale suivante, qui est la structure générale commune au final qu'on peut appliquer à ces modèles mathématiques. Cette structure générale montre qu'au final, pour estimer ici la distribution des hauteurs, vitesses, largeurs en tout point d'un cours d'eau, à partir de données d'entrée que sont le débit, la topographie, la rugosité de la rivière, il nous faut alors passer par une équation qui représente les phénomènes. Ces équations peuvent être de simples lois statistiques ou empiriques, au final comme la formulation de Manning, que je pense que vous connaissez, ou des équations différentielles beaucoup plus complexes, reposant sur des lois de la mécanique des fluides. Et ce sont sur ces modèles dits mécanismes que le webinaire va porter. Donc, juste pour faire rapidement une distinction avant de se focaliser sur les modèles mécanistes, qui sont basés sur les principes suivants. Le système étudié obéit à des principes de conservation universelle, donc ces principes sont les principes de masse, par exemple, ou d'énergie, et sont complétés par des lois empiriques, comme les lois de frottement ou de rhéologie. Ainsi, le résultat est que les paramètres et les variables sont des fonctions de l'espace et du temps, contrairement au modèle conceptuel, où le système étudié est représenté sous forme de compartiments, et ces compartiments échangent des flux. Donc il existe au final 3 grands principaux modèles mécanistes, que je vais présenter rapidement maintenant. Le modèle 3D, basé sur les équations de Navier-Stokes, que peut-être vous avez déjà entendu parler, mais principalement qui permet d'écrire les 3 principales directions des vitesses d'écoulement. Donc ce type de modèle est particulièrement bien adapté aux échelles très locales, de quelques mètres à une dizaine de mètres, pour des écoulements principalement en régime transitoire. Par contre, dans le cas de problématiques se posant à plus large échelle, comme les inondations, la connaissance d'un champ de vitesse 3D très localement n'est pas forcément nécessaire. Ainsi, dans la plupart des cas, lorsqu'une ou 2 directions d'écoulement suffisent, on peut simplifier les équations de Navier-Stokes. Ce niveau de simplification est principalement lié à l'échelle spatiale à laquelle on étudie l'écoulement. Donc ainsi, là, si on néglige les vitesses d'écoulement W devant les vitesses U et V, les équations de Navier-Stokes en 3D sont alors simplifiées et exprimées dans l'espace horizontal à 2 dimensions, X et Y. Ce niveau de simplification correspond aux équations du système de Baressin-Venant 2D. Ce modèle simplifié sera particulièrement utile pour estimer la répartition du débit au niveau de diffluence et de confluence, si on reste sur l'exemple du cours d'eau. Par exemple, pour la modélisation d'inondations en ville, ou lorsqu'on a besoin d'avoir une connaissance fine de la distribution 2D du champ de vitesse dans le plan X et Y. Par contre, dans le cas où ici, en 1D, on a une seule et même direction d'écoulement privilégiée connue, comme pour l'étude des débits d'un cours d'eau par exemple, alors le niveau de simplification pourra être plus poussé et se baser sur les équations de Baressin-Venant 1D. Cette modélisation des écoulements est très bien adaptée pour la prévision des crues, car les temps pour le coup de calcul sont beaucoup plus rapides en 1D. Mais pour aller plus loin sur ces 2 derniers types de modélisation, donc la 2D et la 1D, définissons d'abord comment choisir de manière pertinente le modèle adéquat. Le choix d'un modèle hydraulique pour une étude se fait généralement en fonction de 3 critères. Tout d'abord, quel type de données dispose-t-on pour l'étude? Ces données sont-elles nombreuses? Ces données sont-elles précises? Ai-je différentes données dans le temps? Ensuite, quelles sont les variables hydrauliques nécessaires pour répondre aux objectifs fixés? Par exemple, est-il nécessaire d'avoir des vitesses d'écoulement au sein d'une plaine d'inondation pour répondre aux objectifs de l'étude ou non? Et enfin, quelle est la complexité hydraulique du site de l'étude? C'est-à-dire quelle est l'échelle spatiale choisie et quelles sont les limites de mon modèle? Prenons par exemple le cas du modèle 2D. Donc, pour reprendre mes 3 critères principaux que je viens de représenter, les données nécessaires, en plus des données de débit ou de précipitation, sont des données topographiques, qui sont primordiales pour définir les écoulements. Les types d'occupation peuvent être aussi un plus. Pour les variables hydrauliques de sortie, ce type de modèle permettra principalement de donner des répartitions des débits et des hauteurs d'eau sur l'ensemble de la zone d'étude, aussi bien au sein du cours d'eau que sur les zones terrestres. Cela permettra ainsi de définir les champs d'expansion des crues ou les débordements, principalement pour les zones urbaines. Il sera aussi possible de connaître les champs de vitesse en tout point de l'espace de la zone d'étude. Par contre, en ce qui concerne la complexité hydraulique, ce type de modèle s'adapte parfaitement pour de grandes échelles spatiales, c'est-à-dire de plus de dizaines de mètres, mais peuvent aussi répondre aux problématiques sur le plan horizontal à des échelles locales, mais sous certaines conditions. Prenez garde aussi, il faudra cependant définir correctement les conditions limites des modèles.
Les avantages d'un tel modèle sont les suivants. La modélisation bidimensionnelle des écoulements en Lie major est bien plus fiable, puisqu'elle permet de prendre en compte les pertes de charge et les variations de l'expansion de crue. Aussi, plus besoin de faire des choix de représentation qui simplifient des situations souvent complexes en définissant un unique chemin préférentiel d'écoulement. Il est aussi possible de modéliser de manière concrète et en fonction des forces de frottement et de la hauteur d'eau, les variations des vitesses d'écoulement. Enfin, tous les obstacles à l'écoulement sont pris en compte, ce qui permet d'envisager une étude précise des écoulements en milieu urbain après débordement. Mais ce type de modèle, comme tout type de modèle, au final, présente cependant quelques désavantages. Donc, le temps de calcul peut être vraiment très long en fonction de l'échelle spatiale choisie. Il nécessite une grande quantité de données d'entrée, le MNT par exemple dont je parlais avant. La modélisation 1D est préférable pour la gestion des structures complexes, telles que les ponts, buses et autres structures ponctuelles le long d'un cours d'eau. Ce cours d'eau étant défini par des tronçons qui sont finement représentés, souvent par des géomètres allant sur le terrain, il est souvent nécessaire d'avoir une grille très fine au niveau de ces cours d'eau, ce qui rallonge au final le temps de calcul. Donc, pour illustrer rapidement une représentation au sein d'un modèle 2D, donc le modèle 2D que vous voyez ici, représenté par une grille régulière carrée. Donc, chaque cellule 2D au sein de cette grille contiennent plusieurs types de données d'entrée. Principalement des données d'élévation, donc issues du MNT, des informations sur l'occupation du sol qui ne sont pas obligatoires mais qui pourraient être un plus, et d'autres données hydrauliques nécessaires à la modélisation hydraulique. En termes des résultats de sortie, chacune des cellules contient des informations en lien avec les hauteurs d'eau et les vitesses, qui va permettre de produire des cartes. Mais avant de passer aux résultats, parlons du modèle 1D. Donc, en ce qui concerne le modèle 1D, où l'on privilégie une dimension d'espace par rapport aux deux autres, ce modèle est plus adapté pour des rivières ou des réseaux de conduite. Donc, pour reprendre mes différents critères de choix, donc les critères de choix en fonction des données nécessaires, le nombre de données nécessaires sont beaucoup plus fiables au final que pour le modèle de départ. À partir particulièrement des débits ou de bathymétrie d'un cours d'eau, ainsi bien que les profils de section en différents points, une modélisation pourra être pour le coup établie. En ce qui concerne les variables hydrauliques de sortie, ce type de modélisation permettra de définir des niveaux bathymétriques et piézométriques et des débits au sein du cours d'eau et des conduites. Il permettra aussi de vérifier l'impact des structures hydrauliques telles que les pompes, buses et seuils qui ne peuvent pas être évaluées au sein du modèle 2D. Et en gros, il permettra principalement de calculer des quantités moyennes sur une section en travers. En ce qui concerne la complexité hydraulique du site de l'étude, au final, ce type de modèle fonctionne plutôt bien sur des cours d'eau à géométrie simple. Donc, quels sont les avantages du modèle 1D et quels sont les désavantages aussi? Donc, les principaux avantages, le lit mineur, comme je vous le disais dans le cadre du modèle 2D, est bien mieux représenté, car pour le coup, la section du cours d'eau est définie par des tronçons et non une grille 2D, comme vous pouvez le voir juste ici, avec la différence entre la réalisation avec une grille 2D et la section actuelle. Le temps de calcul peut être aussi très rapide, avec une bonne représentation des niveaux des débits au sein des cours d'eau. Le temps de calcul rapide est surtout soumis en final au nombre d'équations qui est beaucoup plus faible au niveau du modèle 1D. C'est un modèle simple à mettre en place, notamment dans le cas de géométrie simple, comme je vous le disais. Et enfin, il donne une bonne représentation de l'impact des ponts, buses et seuils et autres structures hydrauliques. Alors, quels sont les inconvénients d'un tel modèle? Principalement, c'est la nécessité d'identifier la direction majeure pour monter un modèle. Donc, si vous connaissez pas vos directions d'écoulement ou n'êtes pas sûr, il sera difficile de monter un tel modèle. Ou alors, il faudra faire des hypothèses. Les systèmes complexes, pour le coup, peuvent mettre du temps à être montés, puisque justement, il faudra réfléchir à différents types d'hypothèses. Il peut avoir une mauvaise représentation des écoulements en zone urbaine. Donc, qu'est-ce que j'appelle mauvaise représentation? Comme vous pouvez voir sur l'image ci-dessous, au final, notre plan 1D nous permet de connaître notre regard. Là, si nos différents points sont des regards, et là, vous avez vos pavillons. Nos différents points permettront de savoir quel regard est mis en charge, mais nous ne pourrons pas avoir l'expansion spatiale de cette mise en charge. Donc nous pourrons savoir que le point là est sensible, mais on ne pourra pas avoir l'impact de cet écoulement. Enfin, il n'est pas possible de définir les vitesses d'écoulement en surface, ce qui peut, par exemple, dans certains objectifs d'étude, être un manque. Donc, pour illustrer une représentation au sein d'un modèle 1D, ici, vous avez une image de notre logiciel pour le coup XPSwim qui est composé de nœuds et de biefs d'écoulement. Donc, au niveau de chacun des nœuds, la piézométrie ou la bathymétrie est calculée à chaque point de temps. Donc, ces nœuds sont représentés par ces points en rouge ou en bleu que vous voyez ici. Points en rouge au niveau d'un réseau d'assainissement et points en bleu au niveau d'un réseau de rivière. Les biefs d'écoulement, quant à eux, sont les représentations 1D des canaux ouverts ou des conduites ou des sections de rivières.
Donc au sein de ces biais d'écoulement, vous avez les débits et vitesses d'écoulement qui sont calculés à chaque pas de temps. Pour récapituler la différence entre ces modèles 1D et 2D, si l'on souhaite faire une prévision rapide d'un risque de crue, le modèle 1D pour le coup sera pertinent. Si l'on souhaite définir l'impact d'un aménagement sur un cours d'eau, le modèle 1D sera aussi pertinent. Par contre, si l'on souhaite évaluer les risques en lien avec la rupture d'un barrage ou les entrées maritimes, le modèle 2D sera conseillé. Si l'on souhaite aussi prendre en compte l'occupation du sol et des obstacles à l'écoulement de surface, le modèle 2D sera conseillé. Donc là, le choix pour le coup sera plus complexe pour des études en lien avec plusieurs problématiques, telles que par exemple les débordements de réseaux en zone urbaine ou les identifications des plaines inondables le long d'un cours d'eau. Le croisement de ces deux approches peut être la solution. Donc là, on va parler un peu plus du modèle intégré 1D-2D. Donc globalement, qu'est-ce que la modélisation intégrée 1D-2D ? L'objectif principal de ce type de modélisation est de pouvoir modéliser des écoulements en surface qui peuvent devenir complexes en fonction du territoire, mais tout en gardant au final les avantages des champs d'application d'un modèle purement 1D, comme vous le voyez sur l'image ci-dessous. Donc vous pouvez voir que les écoulements au sein des canalisations et au sein des canals sont soumis au modèle unidimensionnel, alors que les écoulements de surface, juste ici en bleu, et les champs d'inondation sont soumis au modèle bidimensionnel. Les points rouges que vous voyez juste ici, que vous avez vus sur les images précédentes, représentent des points de jonction au sein d'un cours d'eau ou des regards, au sein d'un réseau d'assainissement. Sont au final ces points de transfert entre les deux approches. Les avantages de la modélisation 1D-2D sont nombreuses. Le couplage 1D-2D, par exemple en rivière, permet d'utiliser un modèle unidimensionnel pour représenter le lit mineur et un modèle bidimensionnel pour représenter le lit majeur, reprenant ainsi pour le coup les avantages des deux méthodologies. En effet, la modélisation unidimensionnelle du lit mineur reste pour le moment la plus adaptée pour plusieurs raisons que je vais reprendre et que j'ai parlé déjà précédemment. Les ouvrages influençant les écoulements dans la rivière restent pour le moment mieux gérés par les modèles unidimensionnels, notamment les structures telles que les ponts, barrages, vannes, surtout s'il y a des embâcles qui s'y rajoutent. De plus, les données, comme je vous l'ai montré juste précédemment, les données décrivant le lit mineur sont la plupart du temps des profils en travers situés à intervalles réguliers le long d'un cours d'eau. La création d'un MNT, en plus de ces intervalles, sur lequel viendrait s'appuyer pour le coup le maillage 2D, puisque le maillage 2D prend en compte le MNT, est difficile pour le coup avec ce type de données, alors que la modélisation unidimensionnelle représente très bien les écoulements en se basant sur ces mêmes profils. Donc en assainissement aussi, puisqu'on a vu le volet rivière, l'approchement 1D-2D permet de connaître les zones sensibles au débordement de réseau et d'évaluer si le débordement touche des zones sensibles, telles que par exemple les zones d'habitation. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Avec l'approche 1D, vous pouvez voir si un regard est soumis à des risques de débordement, alors que l'approche 1D-2D, le fait qu'un regard déborde, permet d'obtenir en fait une surface d'expansion, pouvant ainsi montrer quelle zone habitable sera susceptible d'être impactée par ce débordement. Ensuite, au niveau un peu plus théorique et aussi pour résumer au final les couplages 1D-2D, le réseau d'assainissement urbain, canal ouvert, structure de stockage et cours d'eau peuvent être représentés en 1D, alors que les données de surface feront partie du champ d'action bidimensionnel. Et d'un point de vue un peu plus pratique, et aussi pour vous parler un peu de notre logiciel, toutes les études au final sont uniques, et les modèles hydrauliques, aussi bien que les logiciels qui permettent de les manipuler, ne restent qu'un outil. C'est pourquoi, par exemple, là, au sein du logiciel XPSUM, donc vous pouvez voir en fait des images tirées du logiciel, vous pourrez choisir de modéliser l'ensemble de votre zone d'étude selon une approche 1D ou selon une approche 2D. Ou alors, là, dans le cas, selon une approche 1D-2D. Le choix convient à l'ingénieur de choisir le couplage qui convient le mieux. Pour conclure du coup sur tous ces types d'approches, tous les types d'approches 1D, 2D ou 3D peuvent être pertinents en fonction du contexte. C'est-à-dire que, en fonction des critères de choix dont je vous ai parlé précédemment, il sera important de choisir l'une des approches. Les contextes dépendent des facteurs variés et d'une réflexion fine, donc faite par l'ingénieur ou alors le modélisateur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des écoulements et débordements à considérer. La modélisation intégrée 1D-2D tend à être la plus utile car de nombreuses études ont besoin désormais de plus d'une approche. C'est pour ça qu'il est important souvent de comparer ces scénarios, approche 1D, approche 2D et pourquoi pas approche 1D-2D. Enfin, les processus de modélisation peuvent être efficaces si le logiciel de modélisation utilisé supporte plusieurs approches, comme je vous l'ai dit, pour comparer plusieurs scénarios.
Donc, pour aller plus loin, au final, j'ai rajouté différents éléments bibliographiques sur lesquels je me suis basée pour construire cette démonstration. La modélisation hydraulique en pratique de Patrick Aldrich, qui est disponible sur Canal U, a été l'un de mes supports principaux puisqu'il décrit très bien, en fait, les outils de modélisation hydraulique. Ensuite, vous avez différents éléments que vous pouvez aussi regarder sur notre site internet et aussi des éléments de l'UNESCO. Cette présentation touche déjà à sa fin. J'espère en tout cas que ces informations vous ont été utiles. Dans tous les cas, avant de passer aux questions, je pense qu'il y en aura pas mal, étant donné que je suis allée vite. Sachez qu'il est possible de me contacter si vous avez des avis, conseils ou des points de vue à partager sur le sujet, ou des questions qui ne pourront pas être répondues durant l'échange qui va suivre. Alors, j'ai une première question de Benoît. Comment les jonctions assurent-elles le lien entre la 1D et la 2D ? Alors, donc les jonctions, je suppose que vous parlez des points dont j'ai discuté apparemment. Je vais reprendre mon PowerPoint. Donc je suppose que ces jonctions sont ces points-ci. Oui, apparemment oui. Donc au final, c'est le fonctionnement de notre logiciel XPSUI que je connais bien. Donc au final, j'ai des slides pour m'aider à répondre à ces questions. 6 questions. Donc là, au niveau de ces jonctions, vous avez le plan 2D. Donc c'est l'interface 2D que vous voyez juste ici avec les données cellulaires. Vous avez l'interface 1D qui est juste ici, donc qui symbolise ici le cours d'eau. Et les jonctions sont au niveau en fait des tronçons. Donc c'est ces points rouges, ces jonctions dont j'ai parlé juste avant. Donc comment se fait la connexion 1D-2D ? C'est au niveau de ces points où la donnée d'entrée 1D est calculée, donc c'est les données de débit, etc., qui sont transférées ensuite au niveau cellulaire tout au long en fait de cette grille. Et en fait, il y a des équations mathématiques que je pourrais vous décrire en détail par email si vous voulez. C'est ces équations mathématiques qui permettront de faire un transfert de ces données débit sur le plan 1D aux données sur le plan 2D avec une répartition spatiale. Mais je pourrais vous faire un point un peu plus précis en fait sur cette question par email. Donc il y a pas mal de questions. Est-ce que les structures de stockage sont modélisées en 1D ou 2D ? Pour les structures de stockage, il y a différents types de structures de stockage. Type bassin d'orage, en général, c'est des structures de stockage qui vont être modélisées en 1D. Pourquoi ? Puisqu'on cherche à définir le débit d'entrée et de sortie de ces structures de stockage pour après pouvoir modéliser les interactions amont et aval. Mais aussi, ces unités de stockage vont être soumises à des débordements. Donc vous avez vu l'exemple tout au début dans ma slide 1D, 2D. Au final, même si ce sont des regards, ces unités regards peuvent être représentées comme des unités de stockage. Et ici, sont simulées en 1D. Donc j'espère que ça pourra répondre à cette question. Il y a une autre question d'Henrik. Donc, si on n'a pas d'occupation du sol, la modélisation 2D est-elle toujours pertinente ? Oui, alors comme je vous le disais au début, l'occupation du sol, par exemple les cartes pour une land cover ou alors des polygones d'occupation qui sont définis par des études antérieures, sont au final optionnels, c'est-à-dire qu'ils vous permettront sur le plan 2D d'avoir des coefficients de rugosité, par exemple, si votre ruissellement passe sur une zone de pâturage ou sur un milieu urbain complètement imperméabilisé, mais ne sont pas forcément nécessaires à la modélisation. Ce que je veux dire, c'est que le modèle peut très bien tourner sans ces données, mais sont une option supplémentaire pour affiner, si vous voulez, votre modèle. Il y a une autre question de Guillaume. Le logiciel est couplé avec un module hydrologique. Alors oui, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les termes unidimensionnel et bidimensionnel pour le coup, mais ce que je reflétais à travers ça, c'est aussi des modules hydrologiques et hydrauliques. Donc les modules hydrologiques sont des approches qui sont possibles d'être utilisées au sein du logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des approches plus conceptuelles, donc c'est-à-dire au lieu de prendre votre ruissellement qui ruisselle sur une zone 2D, donc alors attendez, je crois que j'ai ma slide qui va pouvoir bien vous la représenter, qui est juste ici. Au lieu d'avoir mes ruissellements en fait qui prennent en compte l'occupation du sol pour évaluer les coefficients de frottement et aller à chaque point d'exutoire si vous voulez, donc à chacun de mes regards, sans définir des sous-bassins versants, il est possible au final au sein du logiciel de définir des sous-bassins versants et d'y admettre en fait une méthode de transformation pluie débit, donc qui est une méthode un peu plus conceptuelle, et d'y affilier à chacun de ces sous-bassins versants en fait un exutoire qui seront mes regards. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Alors, je vois une question. Si nous n'avons pas de données cadastrales concernant les bâtiments, est-il pertinent de traduire des zones urbaines par un coefficient de Streckler élevé ou cela induit-il trop d'approximation ?
Alors là, j'ai un petit conseil aussi à donner pour ça. Concrètement, pour répondre à la question, s'il n'y a pas de données cadastrales, en effet, il est pertinent de traduire des zones urbaines avec des coefficients de Strickler un peu plus élevés, mais il faudrait, dans l'idéal, en fait, définir un coefficient d'imperméabilité de 100%. Après, le coefficient de Strickler, il y a différentes tables que je pourrais vous envoyer si vous voulez, en fonction des zones urbaines. Donc, c'est des tables qui sont produites, il me semble, par les États-Unis. Donc, en fonction de la densité de ces zones urbaines, c'est-à-dire beaucoup de terre-plein ou alors beaucoup d'habitations, le coefficient de Strickler qui restera un coefficient élevé pourra s'ajuster. Mais bon, c'est vraiment dans le cas où vous n'avez pas de données cadastrales. Au niveau des données cadastrales, nous on essaye au sein de notre compagnie de présenter des cas d'études. Donc pour présenter ces cas d'études, on n'a pas forcément de données puisqu'on n'est pas bureau d'études. Et du coup, on télécharge pas mal de nos données à partir d'un site web en fait qui est mondial, qui est OpenStreetMap et qui permet en fait d'avoir des données. Donc par exemple sur le réseau français, on a modélisé la dernière fois Toulouse avec des données de zones urbaines qui étaient parfaitement digitalisées. Donc je vous conseille, si vous voulez, je vous enverrai un email avec ce site web et les données que vous pouvez télécharger en shapefile et qui pourront vous montrer en fait des données déjà digitalisées des surfaces de bâtiments. Après, à savoir le type, sur quel type d'études vous voulez travailler, ça pourra peut-être pas correspondre à vos besoins, mais en tout cas, ça peut être un premier conseil. Je vais répondre à une dernière question de Camille. Alors, l'efficacité des mesures compensatoires de type restitution de zones d'expansion de crue peut-elle vérifier grâce au logiciel en approche 2D? Oui, on est en train de travailler actuellement avec un syndicat en France, donc via notre logiciel. L'objectif de ce travail est en fait de modéliser le cours d'eau et de regarder, donc de comparer deux scénarios, le scénario avec restitution des fossés au niveau de la plaine d'inondation et scénario sans ces fossés pour savoir si les zones d'expansion de crue, si ces fossés en fait ont un impact sur la crue en aval. Donc le modèle 2D permet totalement en fait de répondre à ces objectifs puisqu'il permet de définir en fait ces creux topographiques si vous voulez, de les remplir avec des lames d'eau qui sont issues du ruissellement mais aussi du débordement du cours d'eau. Donc en fait j'aurais tendance à dire oui. Au cours de l'étude là qu'on est en train de réaliser, donc c'est une étude qui est en cours, les résultats je pense tomberont d'ici 1 ou 2 mois et seront publiés sur notre site web. On est aussi en train de comparer avec une approche 1D. Donc l'approche 1D serait de définir ces nœuds, c'est en fait ces creux si vous voulez en tant qu'unité de stockage, donc les bassins d'orage comme je disais avant. Donc voilà. J'ai une question de Monsieur Goulam que je connais bien. Donc pour le couplage 1D et 2D, le maillage 2D est constant ou on peut varier les mailles en fonction de la zone d'étude. Alors le maillage 2D est constant, c'est-à-dire que par exemple, je crois que j'ai des outils là de dessin. Je crois que j'ai une grille 2D, oui. Donc là, vous voyez que mon maillage 2D est constant pour le coup. Par contre, au sein de notre logiciel, on a une option supplémentaire qui est la suivante. Vous pouvez créer différents types de grilles 2D. C'est-à-dire que vous pouvez juxtaposer, par exemple, le long du cours d'eau, choisir une grille qui est fine, puisque c'est souvent pertinent. Juste ici, admettons une grille 5 mètres par 5 mètres. Et ensuite, rajouter une seconde grille 2D juste ici, donc qui permettra de prendre en compte des mailles un peu plus grossières. Et qui sera en fait au final accolé à la grille 2D. Donc il sera possible de définir différents maillages 2D avec la position sur le modèle de différentes grilles. Le minimum de mailles en mètres, donc pour finir la question, vous pouvez aller très finement. Hein. Nous on a eu l'habitude de travailler sur des mailles de jusqu'à 1 mètre, mais je pense que vous pouvez aller encore plus finement. Après c'est des tests à faire si vous voulez. Je vois comment procédez-vous pour caler votre modèle en l'absence de données de terrain. Là, dans ce cas-là, il est difficile de caler un modèle quand vous n'avez pas des données d'observation. Donc, au final, ça se fait en fonction des hypothèses de départ. Donc, tout dépend des objectifs fixés. En général, il y a quand même, la France fournit pas mal de données publiques. C'est-à-dire que vous avez la banque hydro qui vous permet d'avoir des données au niveau du cours d'eau. Il me semble que l'IGN permet d'avoir des MNT à 75 mètres. Et après, je pense que si vous recoupez avec des données qui sont publiques que vous pouvez obtenir à partir de mairies ou autres autorités publiques, il est possible de récupérer un nombre de données assez conséquent pour en tout cas comparer le modèle qui est calé et le modèle observé. En général, dans le guide des bonnes pratiques, j'ai tendance à conseiller, lorsque je suis en support,
de toujours évaluer le modèle donc calculé avec le modèle observé, puisqu'au final, comme je vous disais, il faut quand même rester humble. Les logiciels sont des logiciels, sont des outils de calcul. Les données observées permettent vraiment de voir si on prend la bonne direction dans notre modélisation ou si en fait on s'éloigne au final de ce qui se passe réellement dans la réalité. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'est le premier en fait webinaire éducatif qu'on fait là au sein de notre entreprise et notamment au sein de l'équipe française. Donc on espère pouvoir en faire un peu plus parce que on se rend compte, notamment au sein de l'équipe support, que de nombreuses questions sont posées à chaque fois et ce type en fait de présentation reste pertinent. Donc encore merci en tout cas de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt du coup par mail ou au sein d'un prochain webinaire. Au revoir.